Aujourd'hui, je vous emmène à Porto. En effet, Nice a perdu 3-0 à Porto en Europa League. Et c'est pour cette raison qu'on va s'intéresser au club portugais. En nommant Francesco Farioli entraîneur l'été dernier, le FC Porto a montré son intention d'évoluer et pas seulement de changer de direction. Après une période de stagnation domestique, les Dragons cherchent désormais un renouvellement d'identité, caractérisé par un cadre tactique plus précis, un meilleur contrôle des matchs et un retour au football proactif. Farioli, qui est âgé seulement de 36 ans, arrive avec de solides références et une vision philosophique. Le président André Villas-Boas a soutenu le nouvel entraîneur comme un choix ambitieux et digne de confiance. Il est choisi pour sa vision et sa capacité à ramener le club sur la voie de la victoire avec force et discipline. Et ce n'est pas anodin si aujourd'hui on retrouve justement ce FC Porto, premier de son championnat domestique au Portugal et 8e dans la phase de qualification en Europa League. Donc dans cette analyse tactique, j'examinerai comment Farioli remodèle le style, la structure et comment il utilise son effectif pour redonner une identité à ce FC Porto. Sous la tactique de Farioli, Porto transforme sa façon de monter le ballon. Elle a un processus beaucoup plus structuré et positionnel. Le gardien et les défenseurs centraux sont impliqués dès le début de la construction. Le numéro 6 qui joue le rôle de pivot passe souvent entre les défenseurs centraux pour former une défense à 3 et créer une supériorité numérique lors de la phase de construction. Pendant ce temps-là, les arrières latéraux s'inversent généralement au centre autour du numéro 6, permettant aux deux numéros 8, eux, d'occuper des positions centrales avancées et d'intégrer le jeu dans le trio offensif. Les ailiers élargis étirent les lignes adverses, mais à tout moment ils sont prêts à couper à l'intérieur ou à recevoir entre les lignes, offrant une double dimension de largeur et en même temps de surcharge à l'intérieur. L'accent est mis sur les combinaisons courtes, une progression réfléchie plutôt que sur un jeu purement direct. Et la gestion du pressing adverse se fait soit au milieu de terrain, soit en la contournant par les ailes. Dans notre situation, le défenseur central droit reçoit le ballon du gardien et il essaie de construire dans une structure de défense à 3. Le milieu de terrain, Victor Froholt, se décale horizontalement pour créer une voie de passe, permettant ainsi une passe verticale à l'attaquant et brisant efficacement la première ligne de pressing. Après avoir établi leur structure de construction, faisant circuler le ballon entre le gardien et les défenseurs centraux, et un pivot ou bien un arrière latéral, Porto commence la phase de progression, déplaçant délibérément le ballon dans des zones reculées vers des positions avancées. Les arrières latéraux peuvent s'inverser au milieu de terrain, permettant au numéro 6 de couvrir la ligne arrière, tandis que les deux numéros 8, eux, poussent dans les demi-espaces pour recevoir entre les lignes. L'objectif est de briser la première ligne de pressing adverse, d'exploiter les espaces et de se déplacer vers le milieu de terrain adverse ou le dernier tiers avec une supériorité numérique. Porto s'est éloigné des ballons longs qu'il faisait avant pour privilégier désormais des combinaisons courtes, intelligentes et des rotations fluides entre les joueurs pour exploiter tous les espaces. Une fois que Porto met le ballon dans la moitié offensive, leur jeu est organisé mais il est plutôt flexible. Leur attaque repose sur le travail d'équipe et l'équilibre. Ils poussent généralement 5 joueurs vers l'avant pour occuper toutes les voies offensives, clouant la défense derrière avec notamment des ailiers qui prennent la largeur et des avants qui attaquent les couloirs entre les défenseurs. Lorsque l'ailier est sur la largeur, le numéro 8 le plus proche pénètre dans l'espace intermédiaire pour immobiliser la défense adverse. Créant ainsi de la distance pour les centres en retrait ou les courses pour un troisième homme. L'équipe utilise régulièrement des passes rapides en 1-2 et forme des triangles dynamiques, avec les joueurs en particulier sur le côté droit du terrain. Ils créent une surcharge de joueurs d'un côté pour attirer la défense, puis déplacent rapidement le jeu vers l'autre côté, moins défendu. De plus, les arrières latéraux sont stratégiquement positionnés plus haut sur le terrain pour maintenir une pression constante sur l'adversaire et reprendre rapidement le contrôle du ballon. Cela permet à Porto de construire des vagues d'attaque soutenues au lieu de s'appuyer sur des actions isolées. Le résultat est une équipe capable à la fois de dominer dans le positionnement sur le terrain et d'être impitoyable une fois que le bloc adverse commence à fléchir. Maintenant qu'on a vu la partie avec ballon, passons à la partie sans ballon.
Sous la direction de Farioli, la structure défensive de Porto reflète directement leur philosophie offensive, mettant l'accent sur la proactivité et la discipline positionnelle. Alors que les équipes de Farioli sont typiquement axées sur la possession, son équipe de Porto a évolué pour adopter l'un des systèmes de pressing les plus coordonnés et efficaces au Portugal. Après la perte de possession, la première ligne de pressing de Porto s'active immédiatement. L'ailier et l'attaquant du côté du ballon affrontent le défenseur central ou l'arrière latéral adverse, tandis que l'ailier du côté opposé, lui, se rétrécit pour maintenir la compacité centrale et empêcher les changements de jeu faciles. Cette pression initiale est soutenue par les deux numéros 8 qui sautent agressivement pour fermer les options de passe à l'intérieur. Tout est synchronisé avec le milieu défensif qui bloque l'accès vertical au milieu de terrain. Dans les phases défensives établies, Porto s'organise en un milieu compact en 4-1-4-1 ou 4-3-3. La forme étant souvent dictée par la formation adverse. Le déclencheur pour engager le pressing est clairement défini. Le moment où le ballon est passé à un arrière latéral, Porto presse. Le signal initie une compression verticale depuis la ligne d'avant, comprimant tous les espaces disponibles pour l'adversaire. Tandis que la ligne défensive tient avec assurance une position haute près de la ligne médiane pour limiter la profondeur. L'instruction de Farioli est claire, gagner le ballon aussi haut et rapidement que possible, mais avec de la précaution et une stabilité défensive pour éviter les transitions directes. Sans possession, les défenseurs centraux, eux, sont proactifs, en avançant plutôt que de se relâcher. Ils cherchent à intercepter et à lancer immédiatement de nouvelles séquences de construction. Les arrières latéraux, eux, s'ajustent avec fluidité. L'un s'avance dans le pressing pour aider son ailier, tandis que l'arrière latéral à l'opposé reste plus en retrait pour éviter les contres. Cela garantit évidemment que le pressing de Porto reste stable plutôt que téméraire et désorganisé. Si l'adversaire parvient à contourner la première vague de pressing, Porto réagit en créant rapidement une densité côté ballon. Cette action est souvent menée par le milieu de terrain le plus proche qui recule pour former un 2 contre 1 avec l'arrière, isolant ainsi efficacement le porteur du bal près de la ligne de touche. Ce schéma de pressing, en entonnoir qu'on appelle, est conçu pour diriger les attaques adverses vers des zones prédéterminées. Le but ultime n'est pas seulement de poursuivre le ballon, mais de dicter la progression spatiale de l'adversaire. Passons maintenant à la transition. Le Porto de Farioli n'est pas une équipe de contre-attaque de manière imprudente, mais quand elle le fait, c'est calculé et c'est bien exécuté. Dès que le ballon est récupéré, Porto cherche une verticalité immédiate grâce à des angles de passe précis plutôt qu'à une vitesse trop rapide qui pourrait mener à une mauvaise exécution. La première passe est toujours vers l'intérieur du terrain, vers le milieu le plus proche, comme dans notre situation avec Froholt, ou bien en trouver un défenseur pour stabiliser le jeu et déterminer si l'équipe peut attaquer instantanément ou bien revenir à une possession plutôt structurée. Lors de la phase offensive, les ailiers doivent fournir une verticalité immédiate en immobilisant les latéraux adverses pour créer des espaces plutôt horizontaux sur la ligne arrière. Cette largeur est complétée par des mouvements dynamiques de milieu de terrain, l'un des numéros 8 exécutant une course puissante en troisième homme dans l'espace médian pour offrir une option de passe progressive et perturber la structure défensive. Les transitions ne sont pas uniquement une question de rapidité, mais de prise de décision au bon moment. Dans les transitions défensives, Porto incarne parfaitement la discipline structurelle de Farioli. Dès que la possession est perdue, il déclenche une intense contre-pression de 5 secondes. Les ailiers et les numéros 8 s'activent rapidement sur le porteur de balle. En même temps, le pivot sécurise la voie centrale de toute passe possible ou de percée d'un joueur avec le ballon. L'objectif principal du pressing va au-delà de la récupération immédiate du ballon. Il est stratégiquement conçu pour retarder et perturber la construction initiale de l'adversaire. Pour conclure, sur le style Farioli, le style de Porto, l'équipe a évolué en une équipe définie, méthodique et structurelle. Leur jeu est équilibré, désormais la construction est patiente avec une progression plutôt verticale, le pressing est coordonné entre les joueurs et on a un très bon système de contrôle défensif en cas de perte de balle. Chaque phase reflète une équipe qui cherche à dominer par l'organisation plutôt que par le chaos. Si ce cadre est maintenu, Porto se positionne comme une équipe non seulement prétendante au titre bien évidemment au Portugal, mais aussi se donner des chances en Europa League.